Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session donc, du parcours Nouvelle pratique philosophique 2023-2024. Aujourd'hui, donc, on accueille Mariko Skarwin qui va nous parler des enjeux de la philosophie pour les enfants dans l'éducation. Donc Marie, vous êtes docteur maintenant en philosophie et maîtresse de conférences également. Vous êtes aussi médiatrice chercheuse à la Maison de la Philosophie à Romainville. Écoutez, je vous laisse la parole pour la suite du webinaire. Alors, juste dernière chose, oui, par rapport aux questions, comme d'habitude, hein, vous pouvez les poser dans le chat. Vous n'avez pas accès du coup au micro tout de suite, mais posez vos questions dans le chat. On les relaiera à Marie quand elle le décidera. Et n'hésitez pas non plus, quand il y aura la période d'échange, à lever la main et on vous donnera la parole, on ouvrira les micros à ce moment-là. Voilà. Marie, c'est à vous. Merci. Je me lance. Alors, une nouvelle fois, je vous remercie, Nicolas et Frédéric, pour l'invitation à contribuer à ce webinaire autour de la philosophie pour enfants. Je commence par me présenter brièvement pour vous donner à voir d'emblée la perspective depuis laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Mariko Asne-Kaorin, où je le reprécise parce que j'ai deux noms de famille, tous les deux difficiles à prononcer, comme ça le mystère s'échappe. Mariko Asne-Kaorin. Je suis toute jeune docteur en philosophie puisque j'ai soutenu ma thèse il y a précisément 3 mois aujourd'hui, jour pour jour, à l'université Paris-Est Créteil. J'ai construit cette recherche en philosophie entre 2019 et 2023 sous la direction de Pascal Séverac, qui est un spécialiste de Spinoza dont une partie des travaux porte précisément sur la philosophie de l'enfance et de l'éducation. Et j'ai mené cette recherche au sein du laboratoire LIS, L'être, idée, savoir, duquel je suis désormais chercheur associé. Mon travail a été soutenu par un subventionnement en CIFRE. C'est un subventionnement assez rare en philosophie. En fait, c'est un dispositif qui permet de mettre en relation le monde universitaire et le monde professionnel en subventionnant le recrutement de doctorants en entreprise autour de sujets de recherche. Dans mon cas, j'ai été employée au cours de mon doctorat par la mairie de Romainville, et plus exactement par une structure que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà, c'est la Maison de la Philo. Pendant 3 ans et demi, j'ai mené des pratiques d'initiation à la philosophie dans les écoles et les collèges de Romainville pour nourrir ma réflexion. Voilà un peu la perspective depuis laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'objectif de cette séance, ce sera de vous donner un aperçu du travail de recherche que j'ai mené pour pouvoir entrer en discussion avec vous autour des grandes questions qui ont animé ce travail. Évidemment, en 1 heure, 1 heure et demie, je ne pouvais pas vraiment aborder toutes les dimensions de ma recherche. Il me fallait faire des choix. J'ai choisi de me concentrer sur ce qui est le point de départ de ma thèse, mon premier chapitre, mais je vais m'attacher à vous donner un aperçu plus large pour que nous puissions parler éventuellement ou évoquer les autres points en discussion. Et pour ceux qui le voudraient, je partagerai le lien à la fin vers mon mémoire de thèse qui vient d'être déposé en ligne. Alors, pour vous donner un aperçu de l'organisation de cette séance, j'ai choisi de commencer par vous restituer l'itinéraire qui m'a conduite à formuler ce qui est devenu la question de ma recherche, pour vous donner à voir comment j'ai rencontré la philosophie pour enfants et pourquoi j'ai voulu lui accorder un travail de thèse. Je reprendrai ensuite les grands axes qui ont constitué cette recherche, qui correspondent en fait aux 2 parties de ma thèse. Et je m'arrêterai plus longuement sur la partie qui m'a semblé la plus intéressante pour vous aujourd'hui, mon étude des travaux à l'origine du mouvement de la philosophie pour enfants, les travaux de Lippmann et Sharp. Et pour finir, j'ouvrirai bien sûr la discussion avec vous. Alors cet itinéraire. J'ai eu la chance de rencontrer la philosophie dans un contexte qui ne se prêtait pourtant que peu à ce que cette rencontre soit décisive. Sur les bancs du lycée que j'occupais en tant qu'élève d'art appliqué, depuis 2 années, cette rencontre est parvenue à me bousculer sans que je n'y sois pourtant prédisposée. Ce bousculement m'a amené à réinterroger radicalement mes choix d'orientation et m'a finalement conduite à bifurquer, quittant peu de temps après mes études entamées en art pour me former à la philosophie à l'université. J'ai donc investi mes études en philosophie depuis la conviction que la philosophie comportait une puissance transformatrice,
Cette conviction s'est vue renforcée par l'expérience que j'ai développée tout au long de mon parcours universitaire et qui m'a progressivement conduite à vouloir enseigner la philosophie. Mais il faut que je rembobine un petit peu la cassette pour ajouter un ingrédient significatif. C'est que dès le début de mes études en philosophie, j'avais un intérêt pour l'éducation, puisque j'envisageais au départ de suivre une licence de philosophie pour ensuite me former par un master au métier de professeur des écoles. Intérêt pour l'éducation, goût pour la philosophie, on a là les ingrédients qui ont fait que ma rencontre avec la philosophie pour enfants a été décisive. J'avais construit un mémoire de recherche sur Hannah Arendt en première année de master qui m'avait conduite à vouloir mener un travail en philosophie de l'éducation en deuxième année. Et c'est depuis ce prisme-là que j'ai découvert la philosophie pour enfants, d'abord sous sa forme théorique, à partir de l'ouvrage de Matthew Lipman traduit en français, à l'école de la pensée. Dans cet ouvrage se trouvait réinterroger les contributions possibles de la philosophie à l'éducation sous l'angle d'une éducation de la pensée, d'une manière qui m'interpellait et appelait à mes yeux une véritable investigation. La philosophie s'y trouvait au centre d'une réforme de l'éducation, renouvelée dans sa forme scolaire pour permettre de mettre au cœur de l'école la culture du jugement. Au fondement de ce projet se trouvait la conviction du rôle éducateur que pouvait avoir la philosophie dans le développement des facultés intellectuelles et précisément pour la formation de la pensée, d'une manière qui a amené à réinterroger la place de la philosophie dans l'éducation. La philosophie pouvait-elle contribuer davantage encore à l'éducation des jeunes générations? Découvrons alors l'étendue du mouvement contemporain de philosophie pour enfants, développé depuis les travaux de Lipman et Sharp, les recherches pluridisciplinaires conduites autour de celui-ci, mais aussi l'existence de pratiques éducatives effectives développées sur le territoire français et inscrites dans cette lignée. J'ai été saisie par le constat de l'absence de considération en philosophie de ce mouvement et des questions qu'il posait. Je n'avais au cours de mes études universitaires jamais entendu parler de ce mouvement, ni de ses théories, ni de ses pratiques. Je découvrais que les travaux développés autour étaient inscrits dans plusieurs disciplines, et principalement en sciences de l'éducation, mais très rarement en philosophie. J'étais convaincue de la nécessité de m'y arrêter. Pour compléter ma découverte du mouvement sous sa dimension théorique, j'ai voulu rencontrer des pratiques effectives inscrites dans sa lignée, et c'est ce qui m'a conduite à Romainville, cette commune de Seine-Saint-Denis, où il existe une structure municipale dédiée à la démocratisation de la philosophie, la Maison de la Philo, dont l'activité principale consistait à mettre en œuvre des ateliers de philosophie pour enfants. J'y étais formée à cette pratique et j'ai ensuite mené mes premiers ateliers en tant qu'animatrice dans des écoles de la commune sur le temps périscolaire. C'est ainsi qu'en prenant la mesure des questions soulevées par ce mouvement, tant sous sa forme théorique que pratique, que j'en suis venue progressivement à vouloir construire un projet doctoral pour m'y arrêter, alors à soumettre cette idée d'une collaboration à la mairie de Romainville par le biais du dispositif CIFRE pour mener cette recherche depuis un terrain d'expérience concret. J'ai abordé la philosophie pour enfants depuis la perspective de la philosophie de l'éducation, c'est-à-dire depuis une branche de la philosophie qui s'attache spécifiquement à l'éducation, interrogeant ses finalités, les conceptions qui la traversent et les questions qu'elle soulève. Ce mouvement qui défendait le développement d'une philosophie pour ou avec les enfants et promouvait des pratiques d'initiation à la philosophie dès le début de la scolarité m'apparaissait comme un lieu privilégié pour interroger les liens entre philosophie et éducation. En considérant la place de la philosophie, en reconsidérant la place de la philosophie dans l'éducation, ce mouvement impliquait à la fois d'interroger la dimension éducatrice de la philosophie, mais aussi d'engager une réflexion philosophique sur l'éducation. D'abord, de façon évidente, ce mouvement réinterroge l'enseignement de la philosophie en France tel qu'il est conçu traditionnellement. En proposant une philosophie destinée aux enfants, il pose de nouveau la question de l'âge requis pour être introduit à la philosophie et interroge ainsi l'enseignement de la philosophie, ses présupposés, ses conditions de possibilité et ses modalités. Au cœur de ce questionnement se trouve la question de savoir si la philosophie peut être enseignée sous une autre forme que celle qu'elle épouse traditionnellement. Si on refuse cette possibilité, comme ça a été et comme c'est encore souvent le cas,
l'enseignement de la philosophie se présente d'emblée comme inextensible, par nature, disons. Et l'idée d'introduire les enfants à la philosophie est alors rendue irréalisable. Alors que si on envisage la possibilité que la philosophie puisse prendre une autre forme, la question n'est plus tant celle de définir l'âge nécessaire pour être introduit à la philosophie, sous cette forme établie, mais davantage de définir l'âge à partir duquel il conviendrait d'introduire la philosophie pour qu'elle réponde aux finalités éducatives qu'on lui donne. Et alors de penser en conséquence le modèle d'enseignement qu'il permettrait. On voit d'emblée la dimension épineuse de ces questions qui appellent à remettre en question la forme devenue canonique de l'enseignement de la philosophie. Introduire la philosophie plus tôt suppose de remettre en cause la place singulière de disciplines terminales enseignées en dernière année du lycée. Cette place de couronnement, mais c'est aussi abandonner les exercices canoniques, et en particulier celui de la dissertation, auquel pourtant l'enseignement de la philosophie français est fermement lié. Ensuite, en défendant une introduction de la philosophie plus tôt dans le parcours éducatif, au nom du rôle éducateur qu'elle pourrait avoir dans la formation intellectuelle des enfants, ce mouvement nous conduit à réinterroger la place et le rôle de la philosophie dans l'éducation et surtout la relation entre les deux. Quel est le rôle de la philosophie dans l'éducation des jeunes générations et quelle place devrait-on lui accorder dans le parcours éducatif pour qu'elle puisse remplir cette fonction? En d'autres termes, il nous demande de clarifier ce pourquoi on enseigne la philosophie afin de penser en conséquence comment elle devrait être enseignée. On l'entrevoit d'emblée, ce questionnement implique une réflexion plus large sur l'éducation dans son ensemble. Interroger la place de la philosophie dans le parcours éducatif implique d'interroger les finalités, le modèle et les méthodes du système éducatif. La place accordée à la philosophie étant dépendante à la fois de la conception que l'on a d'elle et de son enseignement, mais aussi de celle que l'on a de l'école, de son sens et de ses finalités. Que peut donc la philosophie pour l'éducation et par conséquent, quelle place devrait-elle avoir dans le parcours éducatif? Voilà la question nodale que nous pose ce mouvement. Il nous invite à nous étonner de la place traditionnellement occupée par la philosophie dans le parcours éducatif et à repenser son rôle pour l'éducation des jeunes générations. En premier lieu, il interroge le rôle éducateur de la philosophie en demandant ce que peut la philosophie pour l'éducation des jeunes générations. Quelle est cette dimension éducative de la philosophie? À quoi éduque précisément la philosophie? En second lieu, il engage une réflexion plus large sur l'éducation en interrogeant les enjeux contemporains d'une formation intellectuelle. En quoi devrait consister la formation intellectuelle des jeunes générations? À quoi devrait-on éduquer les enfants et adolescents aujourd'hui? Et de quelle façon la philosophie pourrait-elle y contribuer? La première ambition de mon travail doctoral était donc de porter un regard en philosophie sur ce courant, en pensant et en prenant en charge les questions soulevées par la philosophie pour enfants, et précisément en menant une réflexion sur l'éducation relative à la place et au rôle de la philosophie pour et dans l'éducation. À travers cette recherche doctorale, je voulais donc explorer comment, avec l'apparition de ce mouvement, l'enseignement de la philosophie se trouve aussi aujourd'hui réinterrogé. Pour mener ce travail, j'ai voulu combiner à une démarche d'analyse textuelle classique en philosophie, une démarche de terrain, en faisant émerger ces questions et réflexions à partir de l'étude des travaux fondateurs de ce mouvement, mais aussi depuis un terrain d'exercice de ces pratiques. J'ai construit ma thèse en deux parties, en commençant par étudier les travaux à l'origine de la philosophie pour enfants, pour mettre en lumière les questions qu'ils soulevaient, et ensuite en analysant des pratiques d'initiation inscrites dans la lignée de ce mouvement. C'est sur cette première partie que j'ai choisi de m'arrêter aujourd'hui avec vous. Elle est le point de départ de ma réflexion, mais elle me semblait pouvoir être intéressante aussi dans le contexte de ce webinaire. Dans cette première partie, je me suis attachée à étudier les travaux de Lippmann et Sharp, dont on a souvent en France une connaissance partielle puisque peu de leurs travaux sont traduits et publiés en français. Comme il s'agit pourtant du seul programme complet de philosophie pour enfants qui a été construit de sorte à introduire la philosophie de la maternelle jusqu'au lycée, il me semble que dans la perspective enseignante qui est celle
de la plus grande partie d'entre vous, ces travaux ont un intérêt tout particulier. Je vais donc essayer de vous présenter ce programme et de vous donner un aperçu des questions qu'il soulevait pour l'enseignement de la philosophie et qui m'ont intéressée. Alors, pour ouvrir mon travail, j'ai donc voulu construire une généalogie de l'idée de philosophie pour enfants, c'est-à-dire remonter à ses origines et fondements théoriques pour comprendre comment elle s'était construite et comment, dans sa construction, elle réinterrogeait les liens entre philosophie et éducation. C'est ce que je propose de faire de nouveau avec vous aujourd'hui, reconstruire l'idée de philosophie pour enfants à l'origine du mouvement et explorer les questions qu'elle pose à la philosophie. J'avais lu le seul ouvrage théorique de Lippmann traduit en français, Thinking in Education, traduit à l'école de la pensée. Mais cet ouvrage se trouvait être en fait un ouvrage tardif dans le parcours de Lippmann, puisqu'il avait été publié en 2003, en 2011 en français. Je me suis plongée dans la lecture des premiers ouvrages pour remonter le fil de cette pensée. Le premier ouvrage, c'est Philosophy in the Classroom, qui avait été coécrit avec Anne-Margaret Sharp, la principale collaboratrice de Lippmann, et Oskanian. Il a été édité en 1980. Il permettait de restituer l'idée naissante de philosophie pour enfants. Le second ouvrage, Philosophy Goes to School, était porté par Lippmann seul, 8 ans plus tard, édité en 1988. Il permettait de saisir le développement de cette idée de philosophie pour enfants. Et enfin, le troisième ouvrage, Thinking in Education, avait donc été édité plus de 30 ans après la naissance de l'idée. Et paradoxalement, c'est le seul traduit en français et pourtant c'est celui qui s'éloigne le plus de l'idée de philosophie pour enfants pour ouvrir une réflexion plus large sur l'éducation, puisque Lippmann y propose un paradigme éducatif alternatif pour repenser l'école, nos modes d'enseignement et d'apprentissage de façon générale. Donc avec Lippmann et Sharp, la philosophie pour enfants n'apparaît d'abord pas comme une idée générale qu'ils défendent, celle d'introduire les enfants à la philosophie, mais comme un programme spécifique qu'ils ont développé pour introduire la philosophie au collège et à l'école. J'ai donc consacré mon premier chapitre à ce programme lui-même. J'ai d'abord voulu reconstruire la genèse de ce projet. L'idée est bien connue dans le mouvement. À l'origine des travaux de Lippmann se trouvent les questions suscitées par son expérience d'enseignement universitaire. C'est en s'interrogeant sur les effets de son enseignement à l'université, sur le raisonnement des étudiants qu'il avait, que Lippmann a l'intuition qu'il est trop tard pour que les habitudes de raisonnement de ses élèves soient changées. Mais avant de vouloir initier les enfants à la philosophie, c'est d'abord à la logique que Lippmann pense. Et c'est la logique qu'il veut enseigner plus tôt. Lippmann est professeur de philosophie, mais il s'interroge spécifiquement sur l'éducation du raisonnement depuis les cours qu'il dispense de logique, qu'il appréhende comme une sous-discipline de la philosophie précisément attachée à l'élaboration de règles d'évaluation de l'acte de raisonner. Lippmann a voulu développer un outil capable d'aider les enfants à progresser dans leur raisonnement. C'est ainsi qu'il en vient à concevoir La découverte d'Harry, un roman qui initiait les enfants à la logique. La philosophie a bien une place dans ce premier roman, mais elle est d'une certaine façon secondaire. En se demandant comment il était possible de rendre la logique attrayante aux enfants, Lippmann se tourne vers la philosophie qui lui semble pouvoir rendre intéressante cette découverte des règles du raisonnement. Lippmann le formule ainsi. Il m'a paru que les enfants ne pourraient être amenés à la logique qu'appâtés par la philosophie. Fin de citation. Si la philosophie pouvait se présenter comme le moyen d'intéresser les enfants à la logique pour Lippmann, c'est qu'il les voyait tous les deux, la philosophie et les enfants, comme des alliés naturels du fait de leur rapport à l'étonnement. La réflexion philosophique commence par l'étonnement qui est caractéristique de l'expérience enfantine. La philosophie et les enfants se présentent comme ayant en commun de s'étonner, non devant l'extraordinaire, mais devant les choses ordinaires, devant le monde tel qu'il est. C'est ainsi que Lippmann a choisi, je cite, d'emprunter des idées de la tradition philosophique et les insérer dans le roman, de sorte que les enfants
de l'histoire puisse aller au-delà de l'étonnement et aborder d'une façon réfléchie et sensée les aspects métaphysiques, épistémologiques, esthétiques et éthiques de leur expérience. Fin de citation. Son roman met ainsi en scène un enfant, Harry, et son groupe de compagnons qui, au gré de leur aventure quotidienne, explorent des idées issues de l'histoire de la philosophie, mais sans aucune référence aux auteurs ni aucune terminologie technique apparente. Ils découvrent et abordent, ce faisant, différents éléments de la logique formelle et non formelle. À ce stade, la philosophie semblait être appréhendée par Lippmann d'abord comme un grand, je cite, répertoire de concepts, de problèmes et d'idées dans lequel il voyait un moyen d'amener les enfants à la logique. Elle était un moyen d'intéresser les enfants en appliquant ces principes du raisonnement à, je cite une nouvelle fois, des aspects plus essentiels et problématiques de leur vie. En ce sens, l'entreprise de Lippmann semblait en premier lieu celle d'enseigner le raisonnement aux enfants. Et pour cela, d'initier les enfants à la logique plus qu'à la philosophie. Mais bien que d'abord de manière indirecte, ce roman constituait aussi un outil pour introduire les enfants au questionnement et à la réflexion philosophique. En intégrant des idées, des concepts et des problèmes issus de l'histoire de la philosophie aux expériences quotidiennes des personnages, le roman permettait de traduire certaines dimensions de la philosophie en une forme accessible aux enfants. Plus encore, en mettant en scène des enfants qui aimaient, à partir de leur expérience, s'interroger et penser ces grandes idées issues de l'histoire de la philosophie, tout en se préoccupant de la manière dont ils les pensaient, ce roman permettait de traduire une démarche d'interrogation et de réflexion philosophique en un langage accessible aux enfants. Ainsi, ce roman inaugurait un genre nouveau, le roman philosophique pour enfants. Il était entendu comme philosophique non seulement au regard de son contenu, parce que s'y trouvaient abordés des concepts et des questions qui possèdent un haut degré d'abstraction associé à la philosophie, mais aussi au regard de sa forme, parce que ces concepts s'y trouvaient abordés sous leur jour problématique. Cet écrit inaugurait donc un genre nouveau, mais son usage, en tant que roman, le tenait d'abord à distance de l'école et d'un enseignement scolaire. Il était conçu pour pouvoir être lu par des enfants chez eux. Mais Lippmann était désireux de pouvoir expérimenter par lui-même son usage, ce qui l'a alors conduit à mettre en place une expérience dans un cadre scolaire. Les effets constatés lors d'une expérimentation en cadre scolaire ont conduit à l'idée de construire à partir de ce roman un programme scolaire. Et ainsi, au fil des expérimentations et réflexions, l'idée de construire un véritable programme éducatif continu et étendu a émergé, et avec elle, l'idée d'enseigner la philosophie plus tôt. La philosophie avait permis de donner corps à cet enseignement du raisonnement. Elle se présentait comme la discipline capable d'accompagner le développement du raisonnement tout au long du parcours scolaire. Dès lors, au-delà d'inaugurer un genre nouveau, ce roman incarnait aussi de cette façon, une forme novatrice de matériel pédagogique en philosophie. Il ne représentait pas seulement un outil d'introduction des enfants à la logique, mais plus largement une porte d'entrée pour penser une initiation des enfants à la philosophie. Cette dimension qui semblait d'abord être secondaire pour Lippmann a progressivement pris le pas et ouvert à l'idée d'un programme scolaire d'initiation à la philosophie que Lippmann a construit avec Sharp. Si j'ai fait un détour par cette genèse, c'est qu'elle me semble éclairer plusieurs éléments. Elle permet de restituer la forme originelle que prenait l'idée de philosophie pour enfants chez Lippmann et Sharp, celle d'un programme scolaire construit, nous allons le voir, autour de romans philosophiques, mais elle permet aussi de mieux comprendre la place centrale accordée à la logique dans ce programme. Bon, je poursuis. La philosophie pour enfants est donc d'abord le nom du programme spécifique construit par Lippmann, Sharp et les chercheurs associés à leur travail au sein de l'IAPC, l'institut dédié au développement de la philosophie pour enfants à l'université de Montclair. Ce programme d'enseignement était conçu comme une introduction de la philosophie dans les niveaux d'enseignement primaire et secondaire, de la grande section jusqu'à la classe de première.
Il se compose de romans pour les élèves, de manuels pour les enseignants, contenant des explications conceptuelles, des plans de discussion et des exercices pour la classe. Nous allons donc nous arrêter sur ces principales dimensions. Première dimension, le roman philosophique. L'idée de construire un programme d'enseignement émerge donc de la création du premier roman, La découverte d'Harry. Et par la suite, le programme développé s'est construit autour de cet objet spécifique, le roman philosophique, qui est à la fois le point de départ et la base du modèle d'enseignement qu'ils ont développé progressivement. Ça me semble important de le replacer en premier parce que cet objet, le roman philosophique, a des fonctions spécifiques et décisives pour la mise en œuvre de l'enseignement conçu par Lippmann et Sharp, on va le voir. Ce qui en réalité le rend difficilement remplaçable par un autre support. Il est pour eux, je cite, un instrument permettant d'exposer les élèves à des idées philosophiques et à des concepts, philosophiques. Mais alors que les élèves y accèdent traditionnellement en se confrontant directement au texte des philosophes, les romans les présentent sous une toute autre forme, celle d'histoires d'enfants. Ce sont les enfants personnages qu'ils mettent en scène, qui se confrontent à ces questions que des philosophes ont discutées au cours de l'histoire de la discipline. Ce sont ces personnages encore qui incarnent les traits de pensée de certaines écoles philosophiques. Ce sont eux, encore une fois, qui portent la voix de certains philosophes face à ces problèmes. Ces éléments issus de l'histoire de la philosophie sont donc directement incorporés aux expériences que les personnages du roman vivent dans leur quotidien. Expérience que Lippmann veut par ailleurs représentative de celles que vivent les enfants du même âge. Pour favoriser l'identification, on y reviendra. Ainsi, la première fonction du roman est d'exposer les lecteurs à des éléments de philosophie sous le mode narratif. Mais en exposant les enfants à ces éléments, issus de la philosophie, les romans visent à les initier à s'engager eux-mêmes dans une démarche réflexive. Lippmann et Sharp l'indiquent en ces mots. L'objectif fondamental de chaque livre du programme de philosophie pour enfants est de fournir à ses lecteurs un moyen de prêter attention à leurs propres pensées et aux façons dont leurs pensées et réflexions peuvent opérer dans la vie. Fin de citation. Pour remplir leurs fonctions et exposer les enfants à la philosophie de sorte à stimuler leurs pensées, ces romans reposent sur le principe de modélisation. Ils prennent la forme d'histoires, mettant en scène des enfants personnages qui illustrent cette démarche intellectuelle que le programme vise à développer. Ces enfants personnages sont intéressés par ce qui est problématique dans leur expérience quotidienne, au point de s'engager dans des recherches pour répondre aux questions qu'elles soulèvent. Ils illustrent la démarche de questionnement et de recherche que les romans visent à encourager. Le programme construit repose donc sur cet objet, le roman philosophique, qui est décliné pour chaque classe d'âge. Dans un premier temps, Lippmann a écrit 3 romans destinés aux élèves du collège, déclinant chacun le modèle du roman philosophique initié par la découverte d'Harry, en répondant aussi à des considérations pratiques liées au contexte éducatif environnant. L'un propose une introduction à la philosophie morale pour répondre à une demande de création d'un véritable programme de formation morale. Le second aborde l'écriture en réponse aux demandes d'un renforcement des compétences d'écriture. Et le troisième propose une introduction à la philosophie sociale et politique pour compenser le manque de programmes attachés aux études sociales et politiques. J'ai reporté les couvertures de ceux qui ont été traduits et édités en français. Dans un second temps, Lippmann et son équipe ont choisi d'élaborer des romans destinés aux classes primaires. Et ce cadre les a amenés à penser une forme de progressivité dans la formation intellectuelle qu'ils cherchaient à développer. La découverte d'Harry devenait le point d'arrivée à partir duquel chaque roman de niveau inférieur était pensé afin de fournir progressivement les outils intellectuels nécessaires pour que les enfants puissent en arriver à l'introduction à la logique formelle que constituait ce premier roman écrit, qui correspondait au niveau CM2 6e. Lippmann et Sharp dessinaient trois grands mouvements pour restituer cet apprentissage du raisonnement.
Une première phase, école primaire, où les enfants seraient encouragés à s'exercer à ces compétences intellectuelles. Une seconde phase pivot, où les enfants découvriraient le système sous-jacent à ces compétences, les principes du raisonnement, la logique, et là c'est le CM2 6e. Et enfin, une troisième phase, où ils pourraient appliquer ces compétences acquises et comprises à des sujets d'intérêt pour eux. L'initiation à la philosophie n'a pas été pensée sous la forme d'une simple division thématique qui conduirait à répartir les notions philosophiques selon les différentes années d'enseignement, par exemple, mais selon une approche dite organique, c'est-à-dire que les mêmes thèmes sont progressivement réabordés de façon de plus en plus approfondie et complexe. Le programme veut ainsi construire une progression dans l'initiation à la philosophie par une évolution dans l'approche des thématiques se traduisant par un approfondissement et une complexification progressive. Je ne peux pas m'arrêter sur l'ensemble de ces romans aujourd'hui, mais je vous renvoie au blog tenu par Michel Sasseville, philoenfant.org, où vous pourrez trouver plusieurs articles autour de ces romans. Je vous mets un petit lien ici que vous retrouverez dans le PowerPoint après le webinaire d'aujourd'hui. Donc, les romans sont donc la base du programme, développé par Lippmann et Sharp. Mais s'ils en sont le cœur, il n'en reste pas moins qu'une partie. Ce matériel pédagogique permet d'exposer les enfants à des éléments issus de la philosophie et ainsi de susciter leur questionnement, mais il ne suffit pas à lui seul à ce que les enfants développent et améliorent leur propre capacité réflexive. Encore faut-il que le seuil de l'étonnement à la réflexion soit franchi. L'idée au cœur des travaux de Lippmann et Sharp, et qui est peut-être l'idée principale retenue de leurs travaux et celle qui traverse le mouvement tout entier de philosophie pour enfants, malgré ces divergences, c'est que le dialogue est la clé de ce basculement. C'est en s'engageant eux-mêmes dans la recherche philosophique, sous forme de dialogue, que les élèves pourront développer et affiner leurs capacités réflexives. Pour que les enfants puissent développer leurs facultés intellectuelles, Lippmann et Sharp postulaient qu'ils devaient pouvoir s'exercer à les mobiliser. Ainsi, de la même façon que pour apprendre à jouer d'un instrument, il faut pouvoir s'y entraîner, Lippmann et Sharp considèrent que pour développer leurs aptitudes à la réflexion, les enfants doivent s'engager dans le processus réflexif lui-même. Or, le dialogue était à leurs yeux l'outil inégalable pour développer la réflexion. C'est ce qui les a amenés à construire une méthode centrée sur la mise en place de dialogue en classe. Pour favoriser ce passage, Sharp et Lippmann ont élaboré des guides à destination des enseignants. Ces guides explicitent ce que les romans laissent implicite. Ils divisent chaque chapitre en épisodes et soulignent pour chacun les idées directrices, les notions et distinctions conceptuelles, ainsi que les compétences de raisonnement en jeu. Mais leur dimension principale tient aux outils qu'ils fournissent pour que les enseignants puissent se saisir de la stimulation initiée par les romans pour passer de l'étonnement provoqué par la lecture à la réflexion en classe. D'une part, ils présentent des exercices pour mettre en œuvre et renforcer les capacités de raisonnement mobilisées par chaque extrait et approfondir les sujets abordés par le texte. Et d'autre part, ils proposent des plans de discussion sous la forme de séries de questions pour chaque notion abordée par le texte. La justice, la vérité, la bonté, la beauté, le monde, le temps, l'amitié, la liberté, l'identité, etc. Pour que les enfants de la classe puissent à leur tour s'engager dans une réflexion sur ces sujets à la manière dont le font les enfants personnages des romans, par le dialogue et le raisonnement. Lippmann et Sharp font donc du dialogue l'élément central du modèle d'enseignement qu'ils élaborent. Mais leur conception du dialogue s'ancre dans une longue tradition qui remonte à Socrate, par laquelle le dialogue se distingue de la simple discussion par ses finalités, mais aussi par son processus. Le dialogue vise la construction d'une compréhension commune et demande pour cela d'élaborer ses réponses en tenant compte de ce qui a été dit par les autres interlocuteurs, de sorte à permettre une progression. Ainsi, le dialogue requiert une véritable écoute et considération du point de vue d'autrui. De cette façon, le dialogue se distingue des autres formes d'interaction verbale orale,
par la collaboration qu'il exige entre les interlocuteurs qui œuvrent ensemble à la construction d'une compréhension commune du sujet de leur discussion. Le principal enjeu du modèle d'enseignement à développer était donc pour Lipman et Sharp de créer les conditions nécessaires à la naissance de cette forme exigeante de collaboration entre les élèves. La question étant alors de savoir de quelle manière cette forme exigeante de collaboration pouvait émerger en classe. Alors c'est pour saisir cette transposition en classe de cette forme spécifique de collaboration que Lipman et Sharp ont introduit et développé la notion de communauté de recherche. Je suppose qu'une grande partie d'entre vous aura déjà connaissance de cette notion, puisque dans la façon dont le travail de Lipman et Sharp a été reçu, la communauté de recherche, et plus spécifiquement la communauté de recherche philosophique, est employée pour désigner le dispositif pédagogique tout entier qu'ils ont inventé. Cette notion est introduite par Lipman et Sharp pour saisir le changement de cadre sociologique introduit par leur programme. En s'engageant dans des dialogues, les élèves de la classe établiraient une communauté de recherche, c'est-à-dire qu'ils ne formeraient plus seulement un groupe d'élèves réunis pour suivre ensemble l'enseignement d'un professeur qui les encadre, c'est-à-dire une classe, mais une communauté. Un groupe réuni par des perspectives communes qui interagit conjointement en conséquence de celle-ci. Et plus encore, ils forment une communauté de recherche, c'est-à-dire un groupe collaborant pour répondre à un problème ou à une question définie et réunie par cette perspective commune. En s'engageant dans un dialogue tel que Lipman et Sharp le concevaient, les élèves de la classe devaient devenir une communauté de recherche, œuvrant ensemble à la compréhension d'un sujet défini. La communauté de recherche veut donc acter un changement structurel entraîné par la prise au sérieux des exigences, notamment éthiques, de la forme d'échange dialogique que le programme vise à mettre en œuvre. En s'engageant dans de pareils dialogues, les élèves doivent s'écouter mutuellement, s'ouvrir aux perspectives les uns des autres, considérer les remarques des autres pour pouvoir construire ensemble une meilleure compréhension du sujet. Ce changement de cadre social, nous l'apercevons déjà à des portées qui dépassent largement cette dimension sociale. Il dessine un nouveau paradigme éducatif pour lequel éduquer, apprendre et enseigner prennent un autre sens. C'est ce à quoi je me suis attachée dans mon second chapitre. Il y a derrière ce dispositif un véritable paradigme éducatif qui invite à repenser nos manières d'éduquer au sein de l'école. C'est ce qu'on trouve en partie exposé dans l'ouvrage traduit en français à l'école de la pensée. Je ne m'arrête que brièvement sur les origines de cette notion, bien qu'elle puisse l'éclairer par manque de temps, mais je vous les indique quand même pour ceux qui voudraient y revenir plus tard. Donc, première grande influence de cette notion, c'est la philosophie des sciences de Peirce. Peirce a mis en avant le rôle de la communauté dans la recherche scientifique. La communauté constituait pour lui un moyen de dépasser certaines limites du chercheur solitaire. Investiguer en collectif permet de procéder en échangeant et évaluant collectivement les idées. Et cette confrontation de multiples points de vue permet de dépasser, dans une certaine mesure, les limites du chercheur seul. La confrontation des différentes perspectives, la mise en commun des expériences et le partage des connaissances permettent aux chercheurs de s'auto-corriger et ainsi de parvenir à élaborer un résultat intersubjectif plus complet. Cette conception a eu une influence particulière sur Lipman et Sharp puisqu'ils définissent précisément la recherche comme un processus d'autocorrection. Et c'est la communauté qui permet de se corriger. Deuxième grande influence, bien connue, la philosophie de l'éducation de Dewey. Dewey a introduit la notion de communauté en éducation en raison de son lien avec l'idéal social qu'il préconise, la démocratie. Faire de la classe une communauté permet d'assurer la continuité entre la vie scolaire et la vie sociale de l'enfant, mais aussi de mettre l'interaction sociale au cœur du processus éducatif. En plus d'avoir introduit la notion de communauté en éducation, Dewey a aussi introduit celle de recherche. Défendre un apprentissage par la pratique l'a conduit à faire du processus de recherche
le cœur de l'expérience éducative. Troisième influence notable, la psychologie sociale de Vygotsky. Vygotsky a mis en lumière, sous le concept de zone proximale de développement, qu'en collaborant avec d'autres, les enfants sont capables d'atteindre un niveau de compétence supérieur à celui qu'ils pourraient atteindre seuls. C'est l'idée qu'on retrouve au cœur du modèle d'enseignement de Lippmann et Sharp. C'est ensemble que les enfants vont pouvoir accomplir les différents gestes intellectuels complexes constitutifs d'une recherche et spécifiquement d'une recherche philosophique. Enfin, dernière grande influence, les travaux de Mead en psychologie développementale qui soulignent quant à eux l'importance de l'interaction sociale dans le processus éducatif. La notion de communauté de recherche hérite de ces différentes sources et vient saisir à la fois une pratique de classe, une pratique collective du dialogue dans laquelle chacun collabore à l'élaboration d'une meilleure compréhension du sujet abordé, mais aussi un paradigme éducatif tout entier, dans lequel les enfants apprennent en s'engageant dans le processus de recherche lui-même, à travers lequel ils collaborent activement. À quoi ressemble donc plus concrètement une communauté de recherche philosophique telle que la conçoivent Lippmann et Sharp? Dans son dernier ouvrage, Thinking in Education, Lippmann dessine 5 étapes pour décrire une communauté de recherche philosophique. Dans un premier temps, les enfants ou adolescents de la classe lisent un épisode du roman correspondant à leur classe d'âge. La découverte de l'histoire est commune, elle se veut collective et non individuelle. Les enfants ou adolescents sont invités à lire à haute voix, chacun leur tour, un passage de sorte à amorcer une forme de collaboration. Cette lecture vise à provoquer une recherche de sens. Je cite Lippmann. Un livre de philosophie pour enfants est un environnement propice à la recherche parce qu'il pose des problèmes, contient de nombreux concepts mal définis et essentiellement contestés, et parce qu'il fait appel à de nombreux instruments intellectuels. Dans un second temps, les enfants ou adolescents réfléchissent aux passages qui les ont marqués, aux idées qui les ont interpellés et formulent des questions. De cette façon, les enfants sont appelés à se réapproprier le processus de questionnement. Cette deuxième étape permet de faire de ces contenus un objet à interroger par les enfants qui peuvent, de cette façon, initier un processus d'appropriation. Cette étape permet de tenir compte des intérêts des enfants. C'est indispensable aux yeux de Lippmann et Sharp, à la fois pour que l'enseignement ait du sens pour les enfants, mais aussi pour que les enfants s'engagent activement dans le processus éducatif. Dans un troisième temps, les enfants ou adolescents s'engagent dans une discussion à partir d'un ou de plusieurs éléments qu'ils ont relevés et choisi d'aborder. Il s'agit là de l'étape la plus fondamentale. En abordant les questions retenues par l'intermédiaire d'un dialogue, les enfants peuvent s'engager dans le processus de pensée, exercer et améliorer leurs capacités réflexives et ainsi développer des compétences de pensée. Dans un quatrième temps, l'enseignant introduit des plans de discussion ou exercices afin de permettre aux enfants d'approfondir les notions philosophiques abordées et de renforcer des capacités de raisonnement sollicitées. Au cours du dialogue, l'enseignement mobilise à des moments opportuns des exercices ou des plans de discussion prévus pour développer les notions philosophiques abordées par le passage lu ou renforcer les capacités de raisonnement mobilisées par le texte. Ces éléments visent à encourager les élèves à aborder des questions issues de la tradition philosophique, à examiner les notions philosophiques abordées et à envisager d'autres perspectives philosophiques. Cette étape vise à permettre une appropriation par les élèves de la méthodologie de la discipline, indique Lippmann. Enfin, cinquième et dernier temps, les enfants sont encouragés à formuler de nouvelles réponses. Roman, dialogue, communauté de recherche, on a là les grandes dimensions de ce programme. Elles nous permettent de nous rendre compte que dans cette perspective initiale, la philosophie pour enfants renvoyait moins à l'idée large qu'on lui associe désormais, celle d'une pratique de la conversation philosophique entre enfants, qu'à
je cite Lippmann, la pratique de la philosophie en tant que matière scolaire. Et je reprends là les termes d'une distinction que faisait déjà Lippmann. Cette distinction, elle me semble intéressante. Lippmann indiquait en introduction de son second livre que leurs travaux avec Sharp se distinguaient d'autres initiatives naissantes qui associaient philosophie et enfants par le fait que ces travaux environnants s'intéressaient aux possibilités de conversation philosophique entre les enfants. Donc, je cite les possibilités de conversation philosophique entre les enfants, tandis que leurs travaux à eux se concentraient sur, je cite, la question plus large de la pratique de la philosophie en tant que matière scolaire. Fin de citation. Cela me semble d'autant plus important à noter que ce qui se trouve recouvert sous l'appellation philosophie pour enfants aujourd'hui en France concerne, pour une part considérable, des pratiques ascolaires, et même des pratiques qui, lorsqu'elles passent le seuil de l'école, ne sont souvent pas pensées comme celles d'une matière scolaire à proprement parler. Une partie de mon travail a donc consisté à essayer de penser cette distinction et ses enjeux. C'est ce qui a occupé en partie la deuxième partie de ma thèse, à partir de l'expérience que j'ai constituée des pratiques d'initiation à la philosophie sur un terrain concret. J'ai essayé de reconstruire ce que signifiait philosopher avec les enfants dans ce contexte et j'ai interrogé les différences avec le modèle de Lippmann et Sharp à l'origine du mouvement. Je ne pouvais pas développer ça aussi aujourd'hui, mais nous pourrons y revenir en discussion si certains le veulent. Ce que l'on peut retenir, c'est que pour les fondateurs du programme de philosophie pour enfants et fondateurs du mouvement de façon plus générale, il s'agissait donc de s'intéresser aux possibilités éducatives de la philosophie en tant que matière de l'école élémentaire. Et là, c'était aussi une citation. Et de penser à un programme et une méthode pour permettre un enseignement de la philosophie étendu à l'enseignement secondaire et primaire. Et ce sont les questions que soulève ce programme en tant qu'il incarne un nouveau modèle d'enseignement de la philosophie qui me semble particulièrement intéressante et importante à saisir. En transformant les contenus, les pratiques, les méthodes et les exercices qui constituent l'enseignement de la philosophie, le programme de Lippmann et Sharp revisite la conception de l'enseignement de la philosophie tout entier. Il interroge à la fois la conception de l'enseignement de la philosophie devenue traditionnelle et plus largement l'idée même d'enseigner la philosophie, mais aussi la conception de la philosophie comme discipline et plus largement comme pratique et enfin le rapport entre les deux. Ce sont ces questions dont je vais essayer de vous donner un aperçu pour finir. En premier lieu, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est la façon dont ce programme, en se présentant comme un enseignement de la philosophie, mais en prenant une toute autre forme que celle qu'il épouse traditionnellement dans le système éducatif français, interpelle la philosophie quant à la définition même de son enseignement. Il appelle à réinterroger cette forme devenue canonique de l'enseignement de la philosophie, ses fondements, et alors à considérer la dimension historique d'un modèle que l'on a souvent essentialisé. La première question que nous pousse à nous poser ces travaux, c'est donc celle de savoir ce que l'on enseigne quand on enseigne la philosophie. Étendre l'enseignement de la philosophie à l'ensemble des enseignements primaires et secondaires supposait de nombreuses transformations, conduisant l'enseignement de la philosophie à perdre un certain nombre de ses attributs traditionnels. Les élèves ne seraient plus directement exposés aux grandes doctrines philosophiques, aux textes canoniques, ni aux philosophes, mais ils ne pratiqueraient plus non plus les exercices habituels du commentaire et de la dissertation. Nous sommes donc amenés à nous demander si l'enseignement de la philosophie peut être dissocié de ses formes traditionnelles et ainsi à interroger en quoi peut consister l'enseignement de la philosophie, demandant en même temps en quoi doit ou devrait consister l'enseignement de la philosophie. Mais qu'est-ce qui ou qui est-ce qui définit là où les formes sous lesquelles la philosophie peut être enseignée? Souvent, c'est au nom de la nature ou de l'essence de la philosophie que l'on répond ou que l'on veut répondre à ces questions, mais est-ce véritablement la philosophie elle-même qui autorise ou empêche qu'elle puisse être enseignée sous une autre forme? Cette question renvoie, à mon sens, davantage à la définition de cet enseignement lui-même qu'à celle inéluctable de la philosophie. Se demander en quoi peut consister l'enseignement de la philosophie renvoie à la question de savoir ce qui définit cet enseignement lui-même.
que signifie enseigner la philosophie? Quel est le sens de cet enseignement? Or, bien que cette question dépende en partie de ce qu'est la philosophie, elle dépend aussi et surtout de la conception de l'éducation et de l'école sous-jacente à cet enseignement. Plus précisément, ce changement de contenu qu'implique la philosophie pour enfants nous amène à réinterroger la place faite à l'histoire de la philosophie dans l'enseignement de la philosophie, son sens et sa fonction. Il nous conduit à nous demander, face à nos deux modèles, si enseigner la philosophie consiste en premier lieu à transmettre un ensemble de doctrines comme un héritage culturel pour la valeur que l'on confère à cette culture en elle-même, ce qui voudrait dire se former à la philosophie, ou si cela signifie avant tout contribuer à former intellectuellement l'individu, cultiver l'exercice réfléchi du jugement en formant aux gestes philosophiques de la pensée, ça voudrait dire davantage se former par la philosophie. Nous apercevons ainsi que la conception de l'enseignement de la philosophie est dépendante de la conception plus large de l'école dans laquelle elle s'insère. Si l'école est conçue comme étant, avant toute autre chose, un lieu de transmission d'une culture, l'enseignement de la philosophie sera, avant toute autre chose, enseignement de la culture philosophique. Alors que si l'école est conçue comme un lieu visant l'éducation, comme formation de l'individu humain, de façon plus large, l'enseignement de la philosophie devient celui de ce qui, dans l'ensemble des éléments qui composent la philosophie, contribuera le mieux à cette éducation ou formation de l'individu souhaité. Bien évidemment, les deux voies schématiquement dessinées ne sont pas exclusives, dans la mesure où la seconde est aussi d'une certaine manière enseignement d'une culture philosophique et que la première contribue aussi à la formation de l'individu à travers l'héritage qu'elle transmet. En se formant à la philosophie, nous sommes aussi formés par la philosophie. La philosophie passe par l'exercice de compétences, formuler un problème, analyser un concept, dégager des présupposés, formuler et évaluer des arguments, etc., qui sont moyens d'une fin, mais ont elles-mêmes une valeur éducative. Elles contribuent à la formation intellectuelle. Inversement, en se formant par la philosophie, nous nous formons aussi à la philosophie. Ces deux objectifs semblent même tous les deux se retrouver dans la conception française de l'enseignement de la philosophie, qui vise à la fois l'exercice réfléchi du jugement et l'acquisition d'une culture philosophique. Toutefois, chacun de ces objectifs appelle un enseignement significativement différent dans la mesure où, si l'on vise l'acquisition d'une culture, on mettra en œuvre un enseignement qui donnera accès à la plus large et représentative partie possible de cette culture. Alors que, si l'on vise la formation intellectuelle, on sélectionnera ce qui, dans cette culture large, serait le plus à même de répondre à cette tâche. Dans le premier cas, l'enseignement est pensé essentiellement en considération du contenu, idées, questions, doctrines, à transmettre, alors que dans le second cas, l'enseignement est pensé en considération de sa dimension formatrice, c'est-à-dire en s'attachant aux outils potentiels qu'il fournit pour la formation intellectuelle des élèves. Repères conceptuels, concepts, distinctions, problèmes, etc. Aux démarches intellectuelles qu'il permettrait d'acquérir ou encore aux compétences qu'il permettrait de développer. Nous voyons ainsi que l'enseignement de la philosophie est dépendant de son contexte d'inscription, la conception de l'école dans laquelle il est inséré, elle-même souvent dépendante de la conception de la société dans laquelle elle est inscrite. Les formes d'enseignement de la philosophie sont donc moins dictées par la philosophie elle-même que par le contexte dans lequel elles s'inscrivent. Leur conception est liée à la fois au rôle institutionnel et à la fonction sociale que l'on a accordée à l'enseignement de la philosophie, mais aussi au public auquel il a été destiné. La distinction sous-jacente me semble importante. La philosophie comme discipline scolaire, bien que construite à partir de la philosophie entendue en son sens large, demeure indépendante. Elle est une construction sociale et historique associée à une logique scolaire. La philosophie discipline est une transposition de la philosophie au sens large qui répond à une conception de l'école spécifique. Elle organise un ensemble de contenus, de pratiques et d'exercices à des fins éducatives de sorte à permettre leur enseignement et apprentissage à l'école. Cela amène à tenir compte du contexte d'inscription
dans laquelle s'inscrit l'enseignement de la philosophie et donc à considérer l'historicité de cette constitution. Ainsi, le changement de forme scolaire que la philosophie induit par le changement de forme scolaire de la philosophie induit par la philosophie pour enfants amène à réinterroger le sens et les finalités de cet enseignement et alors à réinterroger sa forme scolaire. Nous sommes amenés à évaluer cette forme davantage à la lumière des fins éducatifs qu'elle se donne et de l'adéquation des moyens qu'elle met en œuvre pour les atteindre, plutôt que ramener à la question de définir ce qui, dans ses attributs, serait dicté ou non par la philosophie elle-même. La première question à nous poser est donc celle de savoir quelles finalités sont assignées à la discipline philosophie pour contribuer, aux côtés des autres disciplines, au projet éducatif plus large de l'école. Quelles sont donc les finalités éducatives de la philosophie comme discipline? La deuxième question est alors de savoir sous quelle forme cette dimension éducatrice a été révélée, peut être révélée plutôt. Qu'est-ce qui, dans ce qui compose la philosophie, peut contribuer à cette formation intellectuelle et sous quelle forme peut-elle être enseignée pour que ce potentiel formateur soit révélé? À la question de savoir quelle finalité éducative poursuit cette discipline, ma lecture du programme de Lippmann et Sharp me conduit à répondre que cet enseignement veut contribuer à la formation intellectuelle des enfants en permettant l'amélioration des capacités de réflexion et de raisonnement. À la question de savoir ce qui, de la philosophie, peut contribuer à cette formation et sous quelle forme, ma lecture me conduit à répondre que c'est la pratique de la philosophie sous sa forme dialogique qui est avant tout, pour Lippmann et Sharp, intellectuellement formatrice. Ce qui me semble alors particulièrement intéressant, c'est qu'à travers le programme de philosophie pour enfants, la philosophie comme discipline ne se voit pas attribuer une autre fonction que celle qu'on lui accorde dans l'institution scolaire en France. La philosophie discipline vise l'éducation du jugement, l'amélioration du raisonnement, l'exercice réfléchi de la pensée, en reconnaissance du potentiel formateur de la philosophie pour la pensée. Ce rôle formateur pour la pensée semble bien en accord avec la conception institutionnelle de l'enseignement de la philosophie, qui associe la philosophie précisément à l'exercice réfléchi du jugement et attribue à son enseignement la finalité, je cite, de former le jugement critique. Toutefois, si Lippmann et Sharp attribuent à la philosophie discipline cette même finalité éducative que l'institution scolaire, leur programme met en œuvre des moyens significativement différents pour les atteindre, interrogeant alors les manières d'enseigner la philosophie et indirectement l'adéquation de la forme actuelle d'enseignement de la philosophie à ses finalités. Ainsi, le programme de Lippmann et Sharp réinterroge les moyens à mettre en œuvre pour permettre cette formation du jugement critique par la philosophie. De quelle façon le potentiel formateur de la philosophie peut-il être révélé à l'école? Sous quelle forme la philosophie peut-elle contribuer le plus efficacement à l'éducation intellectuelle des élèves et former à l'exercice du jugement réfléchi? Alors que dans sa forme institutionnelle, l'enseignement de la philosophie entend former le jugement critique principalement en initiant les élèves à la culture philosophique, en particulier par la lecture et l'étude de textes issus des œuvres qui la composent, Lippmann et Sharp défendent la culture du jugement en philosophie sous la forme de la communauté de recherche, à travers laquelle sont exercées, travaillées et perfectionner des compétences de pensée. D'un côté, nous sommes conduits à interroger la dimension formatrice de la lecture de ces textes. De l'autre, nous sommes amenés à interroger la dimension formatrice d'un modèle qui se passerait complètement de contenu. Ainsi, ce programme nous amène à interroger l'ajustement des moyens aux finalités éducatives. Indirectement, il nous conduit à interroger l'adéquation de la forme institutionnelle de l'enseignement de la philosophie à ses finalités éducatives. L'enseignement de la philosophie institutionnalisée forme-t-il le jugement critique des élèves? Pour répondre aux finalités éducatives qui lui sont attribuées, l'enseignement de la philosophie devrait-il prendre une autre forme?
Lipan et Sharp mobilisaient une distinction pour penser cette différence de paradigme. Pour eux, la question sous-jacente était celle de savoir si, pour former le jugement critique des élèves, il fallait, je cite, « encourager les enfants à étudier la philosophie ou à la pratiquer réellement ». Fin de citation. Pour répondre aux finalités éducatives qui lui sont attribuées, l'enseignement de la philosophie devrait-il consister à étudier la philosophie ou à faire de la philosophie? Pour former le jugement critique des élèves, le programme de philosophie pour enfants ne les amène pas à étudier la philosophie, les grandes doctrines philosophiques, les textes canoniques, mais à s'engager eux-mêmes dans la recherche dialogique, critique, à partir de concepts et de problèmes issus de la tradition philosophique. De cette façon, ce programme rouvre la question, ayant fait l'objet de nombreuses controverses, de savoir si la philosophie peut et doit s'enseigner comme un domaine, c'est-à-dire comme un ensemble de connaissances, ou davantage comme une pratique, une démarche intellectuelle ou un exercice. Cette distinction entre étudier et faire de la philosophie nous renvoie à la distinction devenue lieu commun entre apprendre la philosophie et apprendre à philosopher. D'abord introduite par Kant dans un sens significativement différent de celui pour lequel elle est désormais convoquée, cette distinction a été progressivement employée pour marquer en philosophie la différence entre l'apprentissage du contenu et l'apprentissage de la forme. Apprendre la philosophie désignerait une forme d'enseignement pour laquelle la philosophie serait avant tout un ensemble de connaissances, un domaine à connaître. Son enseignement consisterait donc principalement en un apprentissage théorique des principales doctrines philosophiques. Apprendre à philosopher ferait signe vers un enseignement pour lequel la philosophie serait avant tout une activité intellectuelle. Son enseignement consisterait donc principalement en l'initiation à pratiquer la philosophie. On a alors vite fait de ranger la forme institutionnalisée de l'enseignement de la philosophie sous apprendre la philosophie et de lui opposer, par contraste, la forme renouvelée à partir du programme de philosophie pour enfants sous apprendre à philosopher. L'idée sous-jacente à cette distinction serait alors que l'étude théorique de la philosophie ne permettrait pas l'appropriation des méthodes de raisonnement philosophique et parallèlement que l'apprentissage de ces méthodes ne requérait pas la connaissance de contenus théoriques issus de la philosophie domaine. L'enseignement institutionnalisé de la philosophie représenterait la première voie et le programme de philosophie pour enfants la seconde. Il me semble que ces deux voies prétendument alternatives sont en fait bien plus poreuses que cette distinction ne le laisse imaginer. La philosophie semble bien être à la fois une activité et un domaine composé de l'ensemble des produits de celle-ci. C'est pourquoi les philosophies ne semblent pas pouvoir être étudiées de façon complètement dissociée de cette activité. Et de l'autre côté, cette activité ne semble pas pouvoir être apprise sans aucun lien avec ces produits. D'une part, apprendre la philosophie ne semble pas complètement détaché d'apprendre à philosopher. Les doctrines et textes philosophiques qui peuplent la philosophie comme domaine sont empreints de démarches intellectuelles desquelles ils sont indissociables. Les textes et doctrines sont le produit de ces démarches, leur étude et leur compréhension appellent alors la reproduction d'une partie de ces démarches intellectuelles. D'autre part, apprendre à philosopher ne semble pas non plus se détacher absolument d'apprendre la philosophie. S'engager dans la pratique de la philosophie demande d'user des connaissances qui composent la philosophie domaine comme d'outils intellectuels pour traiter les questions et les problèmes que l'on rencontre. Lorsque l'on affronte un problème philosophique, la connaissance des principales positions historiques qu'il a engendrées, des distinctions conceptuelles qu'il a fait émerger, aide à le penser. En ce sens, les connaissances en philosophie sont aussi des outils pour penser. Les textes transmettent des idées, des arguments, des problèmes qui sont autant d'éléments qui contribuent à outiller la pensée. Ainsi, nous sommes conduits à interroger le sens et les limites d'une perspective de pure érudition dans laquelle on s'attacherait à apprendre la philosophie sans apprendre à philosopher, tout autant que d'une perspective purement formaliste pour laquelle on pourrait apprendre à philosopher sans jamais apprendre la philosophie. Mais quand on y regarde de plus près,
Cette porosité se retrouve dans l'enseignement de la philosophie française. Les deux dimensions, la philosophie domaine et la philosophie pratique, semblent déjà présentes dans l'enseignement institutionnalisé qui n'invite pas seulement à apprendre ces doctrines comme un ensemble de connaissances, mais à s'engager dans des gestes philosophiques. À partir d'eux, à travers l'exercice du commentaire et de la dissertation. L'enseignement de la philosophie institutionnalisée vise l'acquisition d'une culture philosophique, mais aussi le développement d'une réflexion philosophique à travers la mise en œuvre de certains gestes associés à la pratique de la philosophie. Il semble intéressant de relever en ce sens que l'enseignement de la philosophie se trouve présenté en France sous le double objectif, je cite, de former le jugement critique des élèves et de les instruire par l'acquisition d'une culture philosophique initiale. Et se donne sous un programme non pas de doctrine ou de courant philosophique, mais de notions. Mais cette double dimension se retrouve aussi, il me semble, dans le programme que propose Lippmann et Sharp pour étendre l'enseignement de la philosophie. Les élèves sont encouragés à faire de la philosophie, à s'engager eux-mêmes dans la pratique et les démarches associées à la philosophie, mais à partir d'une introduction à la philosophie domaine. D'une part, ce programme veut initier les élèves à pratiquer eux-mêmes des gestes philosophiques. Il s'agit de, je cite, faciliter l'exploration par l'enfant de ses propres pensées et expériences grâce à l'utilisation de techniques philosophiques issues de la tradition philosophique d'une richesse inépuisable. Fin de citation. D'autre part, ce programme se veut être une introduction aux grands thèmes philosophiques qui permettent aux enfants d'acquérir les concepts élaborés par les philosophes au fil des siècles, capables d'éclairer leur expérience et leur rapport au monde. Je cite de nouveau Lippmann. L'acquisition de ces concepts par les enfants est indispensable pour qu'ils puissent donner un sens aux aspects sociaux, esthétiques et éthiques de leur vie. Fin de citation. C'est à partir des romans qui sont pensés pour transmettre des concepts, des idées, des arguments et des problèmes issus de l'histoire de la philosophie que les élèves sont encouragés à s'engager par eux-mêmes dans une recherche dialogique. Ainsi, les enfants sont encouragés à s'engager eux-mêmes dans l'exercice de pensée, non pas à partir d'une notion seule, mise à nu, mais à partir de la découverte de plusieurs thèses construites autour d'elles qui sont censées alimenter leur réflexion. Le rôle des romans est décisif à cet endroit. Il permet de nourrir les enfants de ces éléments qui constituent le répertoire philosophique. À travers eux, il s'agit de fournir des outils et des repères pour penser en traduisant et donnant accès à ces éléments qui composent la philosophie domaine sous une autre forme que celle de la confrontation directe. Lippmann et Sharp indiquaient en ce sens que les romans étaient pensés comme, je cite, un tremplin vers les repères moins accessibles de notre patrimoine humaniste avec lesquels les élèves du secondaire et du supérieur devraient se familiariser. Fin de citation. Ou encore, une littérature de transition créée pour préparer la rencontre avec les textes primaires lors de la scolarité ultérieure. Ainsi, le programme de philosophie pour enfants dessine un modèle d'enseignement où la culture philosophique et l'exercice de la philosophie restent associés. Il n'engage pas les enfants à développer leurs pensées sans aucune considération de la philosophie domaine. Lippmann et Sharp considéraient que ce programme articulait ainsi l'acquisition de compétences et le développement de concepts. Je les cite. Si le programme d'études de la philosophie pour enfants doit pouvoir être autorisé à servir de paradigme éducatif, l'une des façons dont il peut être le plus utile, c'est précisément de démontrer que l'acquisition de compétences et le développement de concepts peuvent s'accompagner et se renforcer mutuellement. Fin de citation. Pour aiguiser le jugement des enfants, il les nourrit des éléments constitutifs de la philosophie domaine et les engage à s'exercer eux-mêmes à des démarches intellectuelles constitutives de la philosophie pratique. Nous apercevons ainsi que loin de l'apparente dichotomie entre enseigner la philosophie et enseigner à philosopher, nous arrivons davantage à réinterroger l'articulation entre étudier et pratiquer la philosophie, entre philosophie domaine et philosophie pratique, ou encore entre connaître et penser.
Afin de contribuer le plus significativement possible à la formation intellectuelle des élèves, comment l'enseignement de la philosophie doit-il articuler l'étude de la culture philosophique et l'initiation à la pratique de la philosophie? Le programme de philosophie pour enfants réinterroge la philosophie quant à son enseignement à plusieurs égards. En premier lieu, on vient de le voir, il réinterroge l'adéquation des moyens mis en œuvre pour enseigner la philosophie au regard des fins que l'on donne à cet enseignement. Mais en plus de réinterroger sa forme, il réinterroge sa place dans l'éducation, en considérant que pour atteindre ces finalités, l'enseignement de la philosophie devrait être introduit plus tôt, bien plus tôt, et même davantage, il devrait être étendu sur l'ensemble du parcours scolaire de l'enseignement primaire et secondaire. Il interroge ainsi l'adéquation entre ces finalités données à l'enseignement de la philosophie et la place qu'on lui accorde à l'école. La deuxième grande question que pose la philosophie pour enfants sous cette forme, c'est donc celle de savoir si la philosophie requiert une entrée progressive. Le programme de philosophie pour enfants repose sur la thèse selon laquelle, pour permettre la culture du jugement, réfléchi et critique, la philosophie doit être introduite dès le début de la scolarité et son enseignement devrait être étendu à l'ensemble des classes. Ces finalités éducatives étant aussi celles que l'on attribue traditionnellement à l'enseignement de la philosophie, le programme de philosophie pour enfants interroge indirectement la capacité de cet enseignement institutionnalisé à remplir les objectifs qu'on lui donne. Il nous conduit ainsi à la fois à remettre en question la capacité d'un enseignement tardif et restreint, comme il l'est encore actuellement dans le système éducatif français, à satisfaire la culture du jugement critique et à la fois à interroger les conditions de possibilité d'un enseignement introduit plus tôt dans le parcours éducatif et étendu sur plusieurs années. De cette façon, ce programme nous invite à nous étonner de la place devenue traditionnelle de la philosophie dans le parcours éducatif français et pointe indirectement plusieurs paradoxes de cette forme institutionnelle. Cette forme scolaire aurait des prérequis qui rendraient l'enseignement de la philosophie inaccessible avant le lycée, mais se donnerait des objectifs qui sembleraient ne pouvoir être satisfaits sans un enseignement initié plus tôt et étendu sur plusieurs années. Cette forme scolaire attribuerait à la philosophie discipline un rôle décisif dans la formation intellectuelle, mais ne lui accorderait qu'une place réduite dans le parcours éducatif. Bien qu'au cours de son histoire, l'enseignement de la philosophie ait été discuté sous l'angle de ses finalités, en particulier de ses finalités politiques et de son rôle dans l'éducation, le postulat de sa grande importance dans l'éducation obligatoire est resté inchangé. On reconnaît à la philosophie, du fait de son rapport à l'exercice de la raison, une importante dimension éducatrice, un pouvoir émancipateur décisif dans l'accomplissement de l'humanité de l'individu et la formation du futur citoyen. Former le jugement critique, affermir le raisonnement, outiller la pensée, autant de finalités éducatives que l'on attribue couramment et communément à la philosophie et qui ne semblent pourtant, peu ou pas, compatibles avec la place restreinte et limitée que l'on accorde à la philosophie au lycée. La formation intellectuelle que vise l'enseignement de la philosophie peut-elle être satisfaite dans un cadre institutionnel aussi limité? Voilà des paradoxes et contradictions dans la conception de l'enseignement de la philosophie que le programme de philosophie pour enfants met directement en lumière, faisant signe vers l'inadéquation entre le rôle et la place attribuée à la philosophie dans l'éducation. Au lieu de refuser la philosophie aux enfants, en reconnaissance de la complexité de la philosophie et du manque de capacité des enfants, Lippmann et Sharp reconnaissent au contraire que la philosophie nécessite des apprentissages qui supposent du temps. Passer de l'expression d'un avis immédiat et spontané au développement d'une position argumentée et nuancée, prendre de la distance avec ses opinions en les soumettant à l'examen critique, se décentrer de son point de vue pour envisager plusieurs perspectives, tenir compte des objections pertinentes pour réviser ses idées, etc. Et pense un enseignement en conséquence qui permette de découper et de répartir méthodiquement ses apprentissages. Définir et analyser des concepts, formuler des arguments pertinents,
évaluer des arguments, poser des problèmes, etc. Et de cultiver alors progressivement les capacités requises pour mener une véritable réflexion philosophique. Ainsi, ce que ce programme interroge, c'est la formation à l'activité philosophique et les conditions de cet apprentissage. Quels moyens doivent être mis en œuvre pour amener les élèves à faire de la philosophie? Comment faire entrer les élèves dans les démarches intellectuelles constitutives de l'activité philosophique? Ce modèle suppose de pouvoir admettre le principe de progressivité que connaissent les autres disciplines en philosophie et d'accepter que les échanges entre les élèves s'affermissent philosophiquement de manière progressive, tant par la complexification des questions, des problèmes et des concepts abordés, c'est-à-dire sur le contenu, que de la façon d'approcher ces notions, et là, c'est-à-dire du côté de la forme, s'approchant ainsi progressivement de l'exigence et de la rigueur philosophique. Il suppose d'accepter que les échanges entre les élèves ne soient pas d'emblée des dialogues philosophiques, des échanges dialogiques conformes aux exigences philosophiques de rationalité, de réflexivité, mais progressivement disciplinés à mesure des apprentissages que cet enseignement justement permettra. De cette façon, le modèle d'enseignement de la philosophie inhérent au programme de philosophie pour enfants se fonde sur un tout autre rapport à la difficulté et à la complexité et nous conduit à réinterroger les termes de la question, souvent posée, de savoir si les enfants auraient les capacités requises pour entrer dans les démarches intellectuelles constitutives de la philosophie. La reconnaissance de la complexité de l'activité philosophique doit-elle nous conduire à la considérer inaccessible aux adolescents et enfants, ou au contraire à concevoir la nécessité d'une progressivité dans son initiation, son apprentissage et l'acquisition des démarches qui en sont constitutives. Le programme de Lippmann et Sharp, en se destinant aux enfants, pose à nouveau frais la question de l'âge requis pour être introduit à la philosophie. Cette question dépend à la fois de la conception de l'enseignement de la philosophie en jeu, mais aussi de celle de l'enfance. La question de l'âge est associée à celle des capacités ou compétences requises pour entrer en philosophie. La dimension critique de l'activité philosophique implique le respect de règles logiques, elle suppose des capacités de raisonnement et d'abstraction dont on peut interroger légitimement l'adéquation avec l'enfance. En ce sens, c'est en premier lieu au nom de l'insuffisance de leurs capacités cognitives que les enfants sont considérés comme inaptes à entrer en philosophie. Cette thèse se fondait alors à la fois sur la psychologie développementale de Piaget, longtemps dominante, mais aussi sur une certaine conception philosophique de l'enfant, notamment héritée de Descartes, qui ne voyait en l'enfance qu'une période transitoire marquée par l'absence de raison. La question de l'âge requis pour entrer en philosophie engage donc une réflexion sur l'enfance et plus particulièrement sur le développement cognitif de l'enfant. Lippmann et Sharp n'ignoraient pas les travaux de la psychologie développementale, en particulier de ceux de Piaget, qui dominaient alors le champ éducatif. Et en fait, ils s'opposaient moins à ces théories elles-mêmes qu'aux usages qu'on en faisait dans le domaine éducatif. Ils s'appuyaient sur les résultats de la psychologie développementale, mais en s'attachant à les contextualiser. Ils considéraient que cette psychologie indiquait ce que les enfants étaient capables de faire, non par nature, mais dans un contexte donné. Ce qu'ils dénonçaient, c'est le fait que ces résultats aient pu être pris comme un état de fait immuable et que certains concepteurs de programmes aient alors construit leur programme en conséquence. Ils contestaient ainsi que ces résultats puissent servir à fixer les limites naturelles du développement cognitif des enfants, au lieu d'être considérés comme marquant les limites atteintes dans l'absence d'intervention éducative. Au lieu de partir de ces résultats pour construire un parcours éducatif qui soit conforme au stade de développement théorisé, Lippmann considérait que l'on devait précisément construire des dispositifs éducatifs visant le dépassement de ces performances cognitives. Il considérait qu'au lieu de penser l'enseignement à la mesure des capacités cognitives effectives des enfants, le rôle de l'école était de permettre le dépassement et le développement des capacités cognitives potentielles par la mise en œuvre d'enseignements favorisant leur formation, s'appuyant notamment sur la notion de zone proximale de développement de Vygotsky.
Cette distinction entre les capacités effectives et potentielles des enfants conduit à renverser la conception de l'enfant en réinterrogeant en premier lieu le rapport de l'enfance à la raison. Alors que l'on a longtemps et souvent considéré les enfants comme incapables par nature de raison et que l'on s'est par conséquent rapporté à eux comme tels, Lippmann et Sharp considèrent que les enfants commencent à raisonner très tôt et qu'il revient à l'école de créer les conditions de développement de cette capacité. Alors que l'on pouvait considérer qu'il fallait attendre que les enfants aient acquis une maîtrise du langage pour être initiés au raisonnement, Lippmann et Sharp soutiennent que le développement du raisonnement est intimement lié à celui du langage, et alors qu'il faut accompagner ces développements dès leur commencement. Ces considérations les amènent à rejoindre une approche socio-constructiviste du développement cognitif pour laquelle le développement cognitif de l'enfant est dépendant du cadre social et éducatif dans lequel il évolue. Et ainsi à repenser l'environnement éducatif de sorte à ce qu'il fournisse les interactions sociales favorables au développement intellectuel visé. Si l'on veut que la philosophie participe à la formation de la pensée, qu'elle affermisse le raisonnement, qu'elle aiguise le jugement, ne doit-on pas l'introduire dès l'apparition de ses facultés intellectuelles chez l'enfant afin qu'elle accompagne leur éclosion plutôt qu'elle ne tente de corriger plus tard et peut-être même trop tard les habitudes de pensée déjà installées. En ce sens, la question est moins de définir l'âge nécessaire pour accéder à la philosophie que de définir l'âge à partir duquel il conviendrait d'introduire la philosophie pour qu'elle puisse répondre aux finalités éducatives qu'on lui donne. Au lieu de considérer qu'il est nécessaire que les enfants aient déjà développé toutes ces capacités pour entrer en philosophie, Lippmann et Sharp considéraient qu'il revenait à la philosophie d'accompagner le développement de ses facultés intellectuelles, et même davantage de les cultiver. Il ne s'agit pas de considérer les enfants naturellement et effectivement déjà capables d'entrer dans les démarches constitutives de la philosophie, mais de concevoir l'enseignement de la philosophie comme devant fournir un cadre permettant le développement progressif des facultés intellectuelles qui justement le permettront. Il ne s'agit pas de considérer les enfants déjà dépositaires de ces capacités intellectuelles, mais au contraire de reconnaître le temps long nécessaire au développement de ces capacités et l'apprentissage de leur bon maniement. Les termes de la question initiale se trouvent ainsi inversés. Au lieu de demander quand ces capacités seraient acquises pour fixer l'entrée en philosophie, il s'agit d'interroger le moment où ces facultés naissent pour définir le moment initial où la philosophie devrait accompagner leur éclosion progressive. Ce sont ces questions qui me semblaient constituer l'intérêt de la philosophie pour enfants dans la perspective de la philosophie de l'éducation. Je vous ai donné à voir la façon dont le programme de philosophie pour enfants interpellait la philosophie. J'ai ensuite mené un travail similaire en étudiant la pensée de l'éducation sous-jacente à ces travaux. Et j'ai ensuite continué en étudiant cette fois la philosophie pour enfants depuis un terrain de pratique concrète. Tout au long de mon travail, j'ai essayé de donner à voir comment ce mouvement nous invitait à reconsidérer le rôle et la place de la philosophie dans l'éducation. Je vais m'arrêter là pour qu'il nous reste une demi-heure pour discuter. Je vous remercie de votre écoute et à mon tour, je me mets à votre écoute. Merci beaucoup Marie pour cette présentation très riche et puis très développée surtout. Alors n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat ou à demander la parole en levant la main. Vous avez une petite icône qui vous permet de lever la main et on vous donnera du coup la parole directement. Alors, on a Thomas qui nous dit « J'aurais une question. Vous avez parlé de développement de facultés intellectuelles, de la ZPD notamment. Existe-t-il des études de psychologie cognitive sur l'impact quantitatif ou qualitatif de la pratique du débat ou de la philo sur les facultés cognitives ?» Merci pour cette question. Et effectivement, il y a beaucoup de recherches qui ont été menées dans d'autres disciplines et notamment en psychologie, du côté de la psychologie, pour essayer de mesurer les effets que pouvait avoir la mise en place ou d'ateliers de philosophie ou du programme concret de Lippmann et Sharp sur le développement de certaines compétences. Et ce que je pourrais faire, c'est dans le diapo final, rajouter
slide avec les études auxquelles je pourrais vous renvoyer. Moi, c'est pas directement mon domaine, parce que je me suis intéressée, vous l'avez vu, à ces questions du point de vue de la philosophie, mais je pourrais vous renvoyer aux études qui ont été faites si ça vous intéresse. Alors, Blandine qui nous dit oui, ça donne envie de relire Lippmann. Alors, c'est vrai que par contre, les ouvrages sont encore épuisés. Hein, on a du mal à les trouver. Oui. Avec Frédéric, on était passé chez Vrin il y a quelques temps et il nous avait dit qu'il y avait un projet de réédition normalement à l'école de la pensée. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'infos. L'ouvrage lui-même à l'école de la pensée, il est difficile d'accès en ce moment? De mémoire, il me semble qu'il est épuisé. C'est la version. Il y avait une édition chez De Bock, mais il me semble que il est toujours épuisé, hein, à vérifier. Mais voilà. Et après, concernant les romans eux-mêmes, ceux qui ont été parce que les romans eux-mêmes, même ceux qui ont été traduits, édités en français, ils sont difficiles d'accès. Mais maintenant, il y en a, comme ils étaient plus de nouveau édités, il y en a certains qu'on a en ligne directement, qui sont partagés dans leur version éditeur en ligne. Oui, pour les romans, il y en a en ligne et il y en a chez une maison d'édition belge. Mais c'est vrai que sinon, c'est épuisé. Hein. Justement, on attend cette réédition depuis un petit moment, hein, quand même, quoi. Et juste pour avant que Marie vous donniez dans vos slides des liens vers les enquêtes pour Thomas, s'il veut aller voir, je remets le lien vers le Géniali qui est support des 4 ans de parcours. Si vous allez voir l'année dernière, il me semble quand même que Agathe Delanoë et Pénélope Dufour, si vous regardez les interventions d'Agathe Delanoë et Pénélope Dufour que Marie connaît bien, elle traitait de cette question du qualitatif et du quantitatif et de l'impact du débat sur les facultés cognitives. Oui, tout à fait. Je les connais bien et je ne peux que recommander l'écoute et la lecture de Pénélope et d'Agathe. En attendant qu'il y ait d'autres questions, moi je reviens aussi sur l'idée des capacités intellectuelles qui seraient à acquérir avant justement de développer un travail philosophique. En même temps, c'est vrai que même en terminale, ces capacités intellectuelles, elles ne sont pas non plus développées, elles se développent par la philosophie en terminale, quoi. Oui, c'est d'ailleurs tout, ce qui est souvent interrogé dans les perspectives critiques sur l'enseignement de la philosophie en terminale, c'est de savoir ce qu'on évalue réellement quand on évalue en terminale, du fait que les compétences qui ont pu être acquises ou qu'on essaie d'évaluer sont rarement des compétences que l'enseignement de la philosophie lui-même a permis de développer en si peu de temps. Donc souvent, ce sont des compétences qui, une fois encore, reposent sur le contexte social, culturel de chacun, et donc ça renforce l'inégalité. Et effectivement, on pourrait, si on envisage vraiment cette perspective où la philosophie serait introduite et enseignée comme une autre discipline, rien que si on commençait en 6e comme beaucoup d'autres disciplines, et on pourrait vraiment espérer que les élèves arrivent en terminale en ayant développé de vraies compétences que l'école leur aurait permis de développer et qui seraient alors évaluées à ce moment-là, quoi. Oui, tout à fait. Et là, sur ça, je renvoie les gens que ça intéresse à l'intervention de Charlie Renard quand elle était intervenue aussi dans le parcours, qui témoignait de ça, qu'il y a dans ces classes de terminale, il y avait finalement pas d'oral collectif, pas de communauté de recherche philosophique, et que c'est en allant faire de la philosophie avec les enfants qu'elle avait introduite après l'oral collectif, hein, j'allais dire, en classe de terminale depuis pas si longtemps finalement, et c'était vraiment marquant d'entendre ça, et Charlie elle l'exprimait très clairement. Je vous renvoie aussi à son intervention il y a un peu plus d'1 an. Oui, c'est vrai. D'ailleurs on peut trouver largement plusieurs interventions de Charlie qui œuvrent à rendre accessible ses réflexions sur l'enseignement de la philosophie, et c'est vrai que sa position expérimentée de prof de philosophie au lycée ouvre encore un autre regard sur les apports de la philosophie pour enfants. Et c'est vrai que cette dimension aussi de communauté de recherche
qui existe dans la philosophie pour enfants. En terminale, elle est beaucoup moins présente. Je veux dire, c'est une activité qui est beaucoup plus individuelle Oui. et qui est beaucoup moins centrée sur cet échange collectif. Et donc, avec tout l'apprentissage qui va avec, c'est-à-dire au niveau socialisation et travail avec une communauté de pensée, quoi. Alors que d'une certaine façon, ce modèle du collectif, de la réflexion collective en philosophie, on l'attend de chacun quand on doit réfléchir à partir des philosophes. On est un peu en communauté avec ces philosophes qui sont plus là, mais qui nous ont laissé des traces pour qu'on réfléchisse à partir de leurs pensées. Mais effectivement, c'est pas ce qu'on essaie de développer entre les élèves eux-mêmes. C'est vrai que l'approche aussi, on va dire, plus centrée sur l'histoire des idées, telle qu'on peut l'avoir un petit peu en terminale avec ce catalogue finalement des philosophes, il peut y avoir ainsi une sorte de piège qui est lié un petit peu à l'érudition, le fait de faire dialoguer ou de piocher en fait dans les thèses ou les arguments des uns et des autres. Et finalement, la philosophie se réduirait à une sorte de jeu où on va piocher les arguments, on les fait dialoguer entre eux, on regarde ce que ça donne, mais avec pas une production de pensée quelque part, sans parler, enfin, sans rentrer dans le mythe du penser par soi-même qui serait ex nihilo et qui s'appuierait pas sur une pensée préexistante. Mais c'est vrai qu'il y a un peu le piège de, parce qu'on a une certaine érudition et qu'on va pouvoir connaître bien la pensée de Bergson, la pensée de Kant, qu'on va pouvoir les mettre en confrontation ou en opposition, on n'aura pas forcément produit de la pensée pour autant, quoi. Tout à fait. On peut aussi se retrouver, l'écueil d'un modèle comme ça, c'est avoir parfaitement appris ce que pensent Platon, Kant et Aristote, et puis ne jamais s'engager soi-même dans la réflexion sur ces questions. Et ça arrive. Mais c'est vrai que c'est aussi le défi immense qu'on laisse à cet enseignement qui, en une année, doit cette double finalité de devoir initier à la culture philosophique et en même temps former le jugement critique des élèves en une seule année, mais ça fait beaucoup. Et donc, un des risques en donnant toute cette culture d'un coup, c'est qu'elle ne soit pas encore digérée, en fait. On en reste à la première phase où tous, quand on découvre quelque chose, on se l'approprie d'abord en le redonnant ou plutôt on le redonne avant de se l'approprier réellement. Oui, et en plus avec une dimension un peu, qui peut être utilitaire avec la question du bac à la fin de l'année, c'est-à-dire avec un examen qui vient sanctionner en plus derrière. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, il y a Ouamari qui vous dit « Marie, votre thèse est une réflexion transformatrice des curricula et des problèmes en éducation ». Il y a Blandine qui vous remercie et qui espère que ça permettra de convaincre et transformer les politiques de l'éducation pour qu'elles inscrivent les ateliers philo le plus tôt possible. C'est un travail de fond, effectivement. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi ouvrir les micros. Peut-on préconiser une approche purement philosophique du texte littéraire, demande Ouamari. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que la personne prenne la parole pour préciser un peu cette question, le sens de sa question. On vous voit. Pour ma question, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très riche et très intéressante à tous les niveaux. Alors, je m'intéresse surtout parce que d'emblée, le support sur lequel vous avez travaillé, surtout le support littéraire avec la désignation du roman comme objet d'étude dans une approche philosophique. Et donc, est-ce qu'on peut préconiser là que le texte littéraire, notamment par exemple pour les enfants, le conte en général, ou le texte littéraire moderne de jeunesse, avec une approche purement philosophique qui essaye de jeter un regard philosophique sur les idées d'un roman, et l'étudier uniquement avec cette perspective de réfléchir sur les idées, de réfléchir
sur les problématiques philosophiques et par la suite les développer avec les élèves. Cette approche existe déjà dans les classes prépa, où on mêle à la fois la philosophie avec le texte. Aussi avoir on va dire, des guides ou des programmes, des programmes littéraires qui vont uniquement s'intéresser à cet aspect d'approfondir, de développer le raisonnement et la logique. Merci. Merci pour l'explicitation. Ça a haché un petit peu, moi, de mon côté, donc je suis pas sûre d'avoir saisi toute la complexité de votre question, mais vous me redirez. Si la question, c'est de savoir si on peut préconiser une approche que philosophique des romans de Lippmann eux-mêmes, bien sûr, on pourrait envisager d'approcher ces romans sous un autre regard que philosophique. C'est dans le cadre de ce programme que ce qui nous intéresse, c'est cette dimension philosophique, mais très certainement, on pourra en faire d'autres usages. J'ai l'impression qu'à un moment, vous évoquiez la possibilité d'une approche philosophique de romans ou de supports littéraires qui ne soient pas ceux de Lippmann. C'est ça aussi, hein? Tout à fait, oui. Et là, à ce moment-là, oui, effectivement, ça, c'est une approche qui est préconisée en philosophie pour enfants, notamment par Edwige Schirother, qui a beaucoup travaillé et défendu l'usage de la littérature de jeunesse en philosophie pour enfants. Mais il me semble que là, il y a une différence, enfin, en tout cas, il y a quelque chose à interroger sur les différences qu'il y aurait entre partir d'un roman qui est lui-même philosophique, au sens de ce qu'on a vu chez Lippmann et Sharp, et partir d'une littérature de jeunesse pour l'approcher philosophiquement. C'est possible, mais je crois qu'on ne fait pas tout à fait la même chose. D'accord, merci. Alors, on a Thomas qui nous dit « Dans les programmes de collège, la seule pratique philo serait en EMC, éducation morale et citoyenne, et dans la partie orale des programmes de français. Ça, c'est hélas un peu réduit. Dans le dernier programme, la notion de pensée critique, notamment, a disparu, il me semble. » C'est intéressant parce que sur la deuxième partie de la thèse que j'ai pas trop explicité aujourd'hui, j'ai eu davantage travaillé en cycle 3 et 4 et donc au collège. Et au collège, quand j'intervenais, c'était ou dans le cadre de l'EMC ou dans le cadre effectivement du français. Donc oui, je crois que ce sont les deux tels quels. Si on prend le parcours éducatif tel qu'il existe, ce sont les deux espaces où la philosophie, elle pourrait être mise en œuvre. Moi, ce que j'en viens à défendre à l'issue de mon travail, c'est que la philosophie, elle soit reconnue comme une nouvelle discipline à enseigner au collège. Et à ce moment-là, ce serait un tout autre cadre, mais je suis bien consciente de ce que ça suppose et que concrètement, voilà, c'est pas une perspective qui sera simple à mettre en œuvre et qui sera même mise en œuvre bientôt. Oui, surtout que dans l'EMC, ça concerne qu'une. Je veux dire, l'EMC finalement serait qu'une partie serait qu'une partie d'une approche philosophique, quoi. Et pas l'inverse, quoi. C'était pas la philosophie qui serait une partie de l'EMC ou un aspect de l'EMC, mais plutôt l'EMC qui serait un aspect de la philosophie dans un certain domaine et dans une certaine de ses phases, quoi. Tout à fait. Et puis sur ça, il y a Edwige et Christian Budex quand il est intervenu là dans le parcours cette année, mettez bien en garde sur les risques d'instrumentalisation, hein. Enfin, le MC elle est là pour transmettre des valeurs morales. La philosophie pour les questionner, c'est pas exactement le même enjeu. Oui, c'est que du coup la philosophie, enfin si on fait des ateliers philo en EMC,
ça peut être qu'une partie de l'EMC parce que l'EMC doit aussi transmettre du contenu et donc là on sort du cadre des ateliers philo. Et de l'autre côté, comme le disait Nicolas, l'EMC, enfin en tout cas cette partie de la philosophie, ce serait qu'une partie aussi parce que tant qu'on cantonne la philosophie à l'EMC, on la réduit à un champ bien délimité qu'on peut regretter. Mais tel qu'il existe, je suis assez d'accord avec la remarque qui était faite par Thomas tout à l'heure. Voilà, tel qu'il existe, c'est le cadre dans lequel l'enseignement de la philosophie présentement pourrait commencer à être pensé. Alors là, il y a 2 questions, Marie. Une de Blandine. Utilisez-vous d'autres supports pour vos ateliers? Lesquels? D'autres supports, donc j'imagine que les romans philosophiques. Et dans le prolongement, question de Laurence, qui s'appuyait sur ce que disait Marie. Je suppose que c'est la même chose si on s'appuie sur un film pour développer une réflexion pensée philo en collège au lieu d'un livre. Un film à la place d'un livre. Et dans la question de Blandine, est-ce que vous utilisez d'autres supports en atelier? C'est intéressant parce que ces 2 questions ont quelque chose de commun. Merci pour vos questions. Alors en fait, en réalité, quand moi je suis allée sur le terrain auquel j'ai été formée, l'approche de Lippmann, c'était pas l'approche à laquelle j'ai été formée dans la pratique. Donc en fait, c'est pas celle que j'ai le plus pratiquée. Donc la plupart du temps, j'ai pas utilisé la plupart du temps les romans de Lippmann, mais j'utilisais pas forcément de support. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé à partir d'expériences de pensée issues de l'histoire de la philosophie que j'ai pris comme un point de départ ou qui me semblait toujours être un point de départ pour amener les élèves à des problèmes complexes en philosophie auxquels ils ne seraient pas parvenus d'eux-mêmes. Donc l'anneau de Gigès, on le connaît bien, l'expérience du prisonnier volontaire chez John Locke, la machine à expérience de Robert Nozick. J'ai comme ça essayé de piocher dans l'histoire de la philosophie des expériences de pensée qui avaient l'avantage d'intéresser les élèves et d'amener un problème complexe. Et je travaillais sur plusieurs séances, souvent à partir de ce point de départ. Donc voilà, sinon, support, j'ai essayé plein de choses, mais c'est ce à quoi je me suis arrêtée à la fin, c'est ce que j'utilisais davantage. Et donc oui, pour la remarque de Laurence, on peut utiliser aussi un film, au lieu d'un livre, on peut utiliser d'autres supports, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans le mouvement de philosophie pour enfants en France. C'est juste qu'il me semble qu'à ce moment-là, on ne fait pas la même chose du fait que les romans philosophiques de Lippmann, comme on l'a vu, ils sont pensés pour être intrinsèquement philosophiques. Et même si dans des ouvrages de littérature de jeunesse ou dans des films, on peut trouver des dimensions philosophiques, eh bien, on ne retrouve pas ce niveau-là d'un outil qui a été pensé pour introduire à des arguments, à des idées philosophiques, à des doctrines philosophiques, pour rendre accessible ce contenu philosophique qui nourrit la réflexion de chacun. Et bien ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas quand on utilise des supports externes. Mais c'est aussi possible de le faire et c'est, je crois, une autre approche, une autre façon de penser l'association entre philosophie et enfants. Tout dépend en fait de ce qu'on vise. Encore une fois, toujours, il me semble que la question essentielle, c'est celle de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça peut tout à fait avoir du sens selon l'objectif que vous visez. Stéphane qui vous remercie, Samuel qui vous remercie aussi et qui espère que les responsables de l'enseignement pourront profiter de vos travaux pour faciliter les initiatives de terrain. Merci pour tous ces retours encourageants. Et c'est vrai que pour les films, là, ce serait bien qu'un réalisateur se lance dans une série philo, exprès pour aborder les questions philosophiques. Remarque, il y a Marine Chaillan qui a travaillé un peu, mais c'est vrai qu'il c'est pas à partir des films vraiment. On extrait de films déjà existants. De films existants, des problématiques philosophiques. Mais c'est vrai que pourquoi pas. Remarque la série aussi Black Mirror, là pour des plus grands, hein, bien évidemment, elle pose aussi un certain nombre de questions, alors là plus de société, mais qui du coup peuvent amener aussi des questionnements philosophiques. Mais oui, tout à fait. En fait, dans le cadre d'une initiation à la philosophie, il existe quand même beaucoup de supports
vidéos, textuelles qui peuvent nous permettre d'amener voilà, à des questions philosophiques ou à des questionnements philosophiques. Le tout, c'est de s'adapter au cadre dans lequel enfin, le cadre qu'on vise. Et à la fin de ma thèse, moi, j'en arrivais à défendre un enseignement de la philosophie qui soit réellement un enseignement étendu de la philosophie et donc continue pour pouvoir introduire une vraie progressivité en philosophie. Et dans ce cadre-là, il me semble que effectivement, un des chantiers, ce serait de penser du matériel pédagogique, un peu à la manière de ce qu'ouvrent ces romans de Lippmann, du matériel pédagogique qui puisse traduire des éléments de l'histoire de la philosophie dès l'école et le collège progressivement, de façon accessible aux élèves pour les nourrir de thèses, d'arguments, de distinctions, de repères conceptuels autour des grands sujets. Après, il y a les petits Platons, mais il y a la collection Philonimo aussi, que d'ailleurs Charlie a mis, par exemple, le porc-épic de Schopenhauer en vidéo, en courte vidéo sur Philo Marmot. Ça, on peut l'avoir à la fois en livre et à la fois en vidéo. Oui, il y a beaucoup de collections maintenant qui se sont développées, dont c'est la spécialité. Et pour ce qui est le cadre adolescent, il y a des collections chouettes pensées qui font ce travail, qui essaient d'introduire directement à des éléments d'histoire de la philosophie. Ça existe. Il y a aussi dans les supports vidéo, il y avait Émilie Miss Question. Enfin voilà, on a quand même même des supports vidéo qui sont pensés pour ça. Donc ça existe, je crois que c'est juste qu'il faudrait s'en saisir. Si on voudrait mettre réellement en place un enseignement de la philosophie plus tôt, il faudrait s'en saisir et développer ça pour penser un vrai programme d'introduction de la philosophie étendue. Alors j'ai remis le livre de l'UNESCO aussi, qui était dirigé par Olivier Blon, sur pourquoi et comment philosopher avec les enfants, parce qu'à la fin, une bonne partie du livre, on a les notions ou les problématiques philosophiques avec des ressources. Alors pas mal d'ouvrages notamment, mais aussi alors pour des petits, pour le coup, mais aussi quelques vidéos, quelques éléments, voilà, pour chaque problématique. Donc ça peut aussi donner des pistes pour travailler sur les différents sujets. Tout à fait. C'est un manuel assez complet autour de la philosophie pour enfants qui présente différentes méthodes et puis beaucoup d'outils. Qui essaie de construire beaucoup d'outils. Mais je vous remets le site de la chaire de philo, de la chaire UNESCO en philosophie pour les enfants qui est à Nantes, où toutes les ressources qu'on vient de citer sont présentées. Et puis je vous remets aussi les deux prochaines dates. Donc le 27 mars, dans 15 jours, avec Chloé Boucher, qui interviendra de la Réunion pour nous parler d'humour et de philosophie de la maternelle au lycée. Et la semaine suivante, Dominique Mulner qui nous présentera les ateliers démocratiques pour une expression réflexive, un dispositif pour développer l'esprit critique. Voilà, je vous le mets là. Et puis, on va vous remercier infiniment. Marie, c'était passionnant. En tout cas, on a hâte de lire votre thèse. Une belle introduction. Je serai toujours preneuse des retours et des remarques, mais merci pour votre écoute aujourd'hui. J'espère que voilà, c'était quand même un défi à 3 mois de la thèse de faire l'entre-deux et revenir dans quelque chose de plus accessible. J'espère pas vous avoir perdu et que ça vous a intéressé. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci beaucoup. C'était très clair. Merci beaucoup, Marie. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. Au revoir.